go! Salut à tous. Les giveaways, on les fera demain, je pense, en live. On va tout préparer. Alan, il a 600 € de giveaway, je crois, à faire. Nous, on en a je ne sais pas combien à faire. Il y en a vraiment beaucoup. Du coup, on ira checker tout ça. Vendredi, avec Alan, on va faire un gros live, normalement à 21h, je pense. À peu près 21h. Et en fait, de base, on voulait le faire jeudi. Sauf que le problème avec Alan, c'est qu'on se chauffe très vite quand on est ensemble. Du coup, on sait qu'à chaque fois qu'on est ensemble, on va forcément sortir après parce que c'est trop dur en fait de faire un truc ensemble. Par exemple, à 21h et à 23h, minuit, se dire bon allez, chacun rentre chez nous puis on dort. C'est impossible. Et du coup, à chaque fois en fait, on sort et puis après ça finit tout le temps en boîte, ça finit assez tard. Du coup, on s'est dit, on fait le stream avant de sortir avec Alan. J'aimerais bien parler des cycles. La vidéo ce soir, vous allez voir dans le commentaire du jour. En gros, j'explique mon avis par rapport à Bitcoin au niveau du halving 2024 parce que la question était si jamais on part en bear market là jusqu'au prochain halving, du coup ça voudrait dire que le prochain bull run est pour 2024 et ce bull run est fini. Et vous allez voir que Alan a un avis différent de moi et du coup c'est très intéressant à débattre là-dessus. VTTH, ouais, VTTH par contre est incroyable. VTTH est vraiment incroyable, mais c'est deux cryptos très intéressantes. Le VET, moi en ce moment je m'y intéresse beaucoup. Pourquoi? Déjà le projet est très bien derrière, hein, j'adore le projet. J'ai déjà un bag long terme de VET que j'en ai pris avant le bull run. Parce que le projet est cool. Je vous cache pas que je préfère Morpheus, je préfère le MNW. Pourquoi? Parce que pour moi il est plus intéressant, il est plus centré sur la logistique, donc il y a plus, ils sont plus focus sur un secteur de ce que vise VeChain, et donc je pense qu'on peut faire une meilleure perf là-dedans dans la logistique. Et en plus de ça, leur token est beaucoup plus bas en termes de capitalisation, donc je pense qu'il y a un meilleur coup à jouer sur MNW. Après, pourquoi j'aime bien le VET en ce moment? Parce que c'est tout simplement le graphique VTTH. Le graphique VTTH est tellement intéressant, et j'avais tellement fait une bonne perf, j'avais fait environ x3,5 sur mes ETH à l'époque en 2021, je l'avais montré en plus sur YouTube, que en fait, ça me donne trop envie de le refaire en fait, tout simplement. Parce que faire x3, x4 sur ces ETH comme ça gratos en quelques mois, c'est trop bien. C'est trop bien. Tu devrais remplir ta piscine avec du jack. Tu sais que la piscine là, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu les stories Insta, mais j'avais mis une story où en gros, on voit la piscine, mais elle est verte. Parce que tout simplement elle est pas entretenue. Et les Maltais sont feignants, c'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. En fait, de toute façon, plus tu vas dans le sud, dans les pays du sud, plus les mecs sont cool, ils sont relax, c'est un truc de malade. Ça fait 4 mois qu'ils doivent changer ma piscine. 4 mois qu'ils me disent ouais, je vais venir aujourd'hui. Ah bah je pouvais pas parce que j'avais ça. Allez vas-y, je vais venir demain, je vais venir après-demain. Et en fait, il fait que rallonger. Et du coup ils viennent. Ah bah en fait il y a ça qui manque, du coup je reviendrai. Et après, c'est un truc de fou. Le mec il vient le matin, il me dit je changeais ça. Du coup il change. Et puis il me dit ah il manque une pièce, je reviens tout à l'heure. Il part, il laisse ses affaires, il revient jamais. C'est un truc de fou. Et du coup c'est un autre mec qui revient. Enfin c'est un truc de malade. Ils sont très cool. Du coup, ça met du temps à avancer, ça met du temps. Par exemple, j'avais mon four qui marchait pas, ils ont mis 3 mois à le changer, truc de malade. Pareil pour la piscine, là, j'en suis à 4 mois. Après, moi, je suis pas pressé, je m'en fous un peu, en réalité, c'est des petits trucs. Mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Je pense que le mieux pour la malte, c'est quand t'es étudiant, quand t'es jeune. Entre 20 et 25 ans, allez, entre 20 et 30 pour prendre plus large, c'est trop bien. C'est trop bien parce que t'as beaucoup d'étudiants qui font la fête, t'as beaucoup de sorties. T'as beaucoup de monde en fait, tout simplement, et c'est trop cool, il y a une bonne ambiance. Les gens se prennent pas la tête, c'est pas très cher en plus. T'as pas beaucoup sur l'image, et très peu sur l'apparence, et ça c'est trop cool. As-tu pas trop galéré pour déclarer tous tes échanges ouverts à l'étranger aux impôts l'année dernière? Ouais, j'ai galéré de fou. Je crois que j'avais plus de 25 échanges à déclarer entre toutes les plateformes crypto et les N26, les néobanques, ouais, c'est abusé. Mais là j'ai repéré un site assez intéressant qui vous permet, je m'en souviens plus du nom, qui permet de pouvoir rentrer juste les sites que tu as et automatiquement avec les API etc. C'est un peu comme Waltio mais en mieux, où en gros le site il va te calculer et il va te faire ton formulaire pré-rempli pour toutes tes plateformes et toutes tes transactions crypto fiat. Et du coup c'est trop cool. Et ça je pense j'ai essayé de les contacter pour faire un partenariat avec eux, ça peut être cool. J'ai jamais eu de contrôle fiscal, non, j'en ai jamais eu. De toute façon j'ai toujours fait ultra clean. Et puis j'ai pris une comptable assez rapidement. Du coup, c'est une comptable qui travaille à la HSBC qui a fait de bons trucs. Donc, en vrai, on a tout fait hyper clean. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Puis, vu que j'étais en micro-entreprise en France, je pense pas qu'ils font des contrôles fiscaux là-dessus. Et là, peut-être avec la société à Malte et tout, je sais pas. À voir. Mais de toute façon, là, c'est pareil. C'est tout bien fait correctement. Donc, ça se regarde pas tout. ETH peut atteindre 10K cette année. Ouais, c'est possible. Ça dépend de tellement de choses. En fait, c'est trop dur à dire à l'avance. Ouais, ETH 10K, ETH 20K, ETH 50K. C'est pas les trucs que j'aime dire. Sur Bitcoin, je le fais assez facilement parce que avec les courbes de long terme, en fait, et les indicateurs long terme et l'historique qu'on a sur Bitcoin, c'est plus simple d'essayer d'envisager des targets de prix long terme. Même si ça reste encore très théorique. ETH, c'est beaucoup plus compliqué. On peut le faire avec le ratio Bitcoin-ETH, mais du coup, ça prend en compte que Bitcoin va faire ça pour que ETH fasse ça. Rappelez-vous le ratio Bitcoin-ETH, où en gros, les graphiques ETH-BTC, et on voit combien de pourcentage ETH est sur Bitcoin. Je sais pas si vous m'avez compris, mais si, par exemple, ETH-BTC, il y a 15%, et ben, si Bitcoin est à 100 000 $,
et bah du coup ETH t'auras 15 000 $. Et du coup, si logiquement on a un Bitcoin qui monte à 200 000 $ pour la fin du bull run, en fin de bull run, en 2007, il me semble, il était monté à 15%. Sauf que c'est après, quand le Bitcoin a craché, qu'il est monté à 15%, rappelez-vous, parce qu'il y a eu la Q-Season, la finale à Q-Season. Du coup, faut prendre un peu avant. On va prendre un peu avant, plus à environ, 7-8%. 7-8%. Donc imaginons, là on fait pareil. Là on est combien déjà? Ah mais là on est déjà à 6%, ouais. Donc il pourrait monter plus haut. Ok, imaginons on prend 8%. On a un Bitcoin à 200 000 $, du coup 8%. J'ai peur de donner une connerie, mais ça fait bien 16 000. Pour toi, fin du bull run, on est toujours dedans. Pour moi, on est toujours dedans. C'est pour moi, bear market, c'est moins 80% environ et ça s'étale sur le temps. Et là, si en fait on valide à moins 80% et on s'étale sur le temps pendant plusieurs années, le problème c'est qu'on va casser du coup la zone de support des 26 000 à 30 000 $. Et c'est une zone de support qui est tellement importante où on a des moyennes mobiles, il y a le price là, des mineurs qui à chaque fois fait rebondir le cours sur 13 ans. Et on casserait aussi la courbe de régression logarithmique. Et le problème de ça, c'est que du coup, on casserait une dynamique haussière de 13 ans, quoi. Et c'est pas du tout ce que je ferais. Et puis les baleines ne sont pas en train de vendre massivement comme on avait eu en 2018. Pourquoi t'as dormi 2 heures? Parce que regarde le Bitcoin, ce qui s'est passé cette nuit. Regarde, je te mets en 1 heure. Moi, j'allais me coucher tranquillement vers 3-4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe à 4 heures? Boum, bougie de pump. Du coup, jusqu'à 6 heures, il m'a laissé éveiller le Bitcoin. Et après, j'ai mis encore 1 heure à m'endormir. Du coup, je me suis endormi à 7 heures et je me suis relevé. Je me suis endormi plutôt à 7h30 et je me suis relevé à 9h30 parce que j'avais un truc important à chercher. Mais ouais, en ce moment j'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. Souvent ça cause. En fait, c'est juste dans la tête quand tu réfléchis trop. Je sais pas si vous faites pareil, mais quand je réfléchis trop la nuit, j'arrive pas à dormir. C'est un truc de fou. Et parfois c'est hallucinant. C'est-à-dire, je me force à me coucher à 2h du matin. Comme là par exemple, je suis crevé. J'ai dormi que 2 heures la nuit dernière. Là, je sais que si à 2h du matin, là, je vais aller me coucher, et ben, je vais me coucher. Et je vais pas mettre mon téléphone, je vais rien mettre. Et ben, je vais mettre 5 heures à m'endormir. Et je vais m'endormir à 7h du matin, minimum. Parce que, je sais pas, je réfléchis à trop de choses et tout, au travail, tout ça. Et du coup, ça m'empêche de dormir. Faut que je trouve une solution. Et je sais que je suis pas le seul. Ça arrive très peu souvent. Mais quand je le fais, ça marche plutôt bien en règle générale. En fait, je suis la tendance en scalping. Là, je suis en 1 minute. Donc, une bougie égale 1 minute. C'est vraiment du court terme. Vous voyez, là, c'est en 3 minutes. J'ai pris un trade en 3 minutes. En gros, ce que je fais, c'est que je suis la tendance de la hausse. Tu vois, dès qu'on a commencé à péter ici, je vois qu'on commençait à faire très très vite. En fait, quand on a un mouvement qui est rapide et qui est assez énorme, souvent, vous avez plus de chances de suivre la tendance en faisant quelques trades et en mettant les stop loss assez serrés, etc. Et du coup, ce que j'ai fait, dès que j'ai vu que ça a pété, j'étais devant les graphiques, hop, j'ai mis mon trade. Vous voyez, j'ai attendu que ça stabilise. Puis dès que ça a pété, j'ai mis mon trade. Et je suis ressorti ici dès que ça commence à hésiter. Et après, j'en ai fait un plus gros ici. Vous voyez, pareil, configuration de structure là. J'attendais que ça repète, voir si ça pète au nord ou au sud. Pas, ça repète au nord. Là, ça repète à la hausse. Pas, je repose mon trade. Et là, du coup, je suis ressorti ici. Et là, pareil, j'ai pris 17%. Et après, j'en ai fait un petit dernier. Et là, pareil, ouais, dès que ça a pété, tac, j'ai mis mon trade. Je suis ressorti ici. Et là, j'ai pris un peu moins. J'ai pris 9%. Et j'ai arrêté ici parce que la tendance commençait à s'essouffler. Moi, je pense que c'est juste un effet normal en fait du Bitcoin. Et là, ce qu'on vise du coup, c'est le retour en haut du biseau ascendant. Hop, continuer à ranger, éventuellement casser sa niveau de la baisse. Comme j'ai expliqué, biseau ascendant, le plus logique, c'est décaler la première vague pour aller du coup target 35 000 $ si jamais on casse. J'ai vu autre chose aussi sur Twitter qui est intéressant, ce serait pourquoi pas un triangle de compression. Je suis un peu moins fan, mais pourquoi pas. Mais un truc dans ce style du coup. Et donc là, ça change pas mal de choses parce que si on a un triangle de compression de cette façon, on aura autant de chances de le casser à la hausse que à la baisse. C'est un peu du 50-50. Mais je suis un peu moins fan parce que vous voyez, il n'y a que 2 touches, elles sont pas très bien faites. Et puis enfin, ouais, c'est ça exactement. En fait, Elon Musk, il y a de moins en moins d'influence au niveau de ses tweets. Pourquoi? Parce qu'il en a fait trop en fait, il a trop abusé. S'il aurait été modéré et il aurait fait une tweet de temps en temps, bah, ça aurait pu avoir de l'impact. Et même au bout d'un moment, bah, ça s'estompe en fait. Alors que là en fait, il en a tellement abusé au niveau de Real Mec qu'aujourd'hui, quand il fait un tweet, ça change plus grand chose. Les gens sont trop habitués. Après, ça dépend. Si tu vois, il met juste ça, Satoshi Nakamoto, forcément, ça va pas faire grand chose. GLD qui est une plutôt bonne configuration, je trouve. Regardez, alors pas par rapport à la bougie d'aujourd'hui, mais par rapport plus long terme, vous voyez, 3-day, weekly, c'est vraiment propre. Hein, ce qu'on a, la belle, le beau creux là, bien plat, bien parfait, le rebond parfait. On revient chercher le double creux là, c'est magnifique. Vraiment, GLD, c'est très très propre. Je pense qu'il va suivre Bitcoin. Il faut juste attendre que nos Bitcoin nous fassent après la même chose. Ou lui, pareil, hein, weekly, vous voyez, le beau premier creux, on rebondit, le deuxième creux qui est en train de se former. Mais non, ce qu'il faut, c'est la clôture weekly. Comme allez voir la vidéo de ce soir, mais en gros, j'explique que ce que j'ai peur, moi, c'est que on finisse la fin de semaine exactement comme la semaine dernière, où on va calmer, on aura moins de volume, hop, ça va redescendre, on va juste faire une grande mèche, une petite bougie, et au final, on n'aura pas grand chose. Et du coup, ce sera pour plus tard. Tu penses toujours GLD à 20 000 $? Alors, c'est pas, je pense à ça, faut faire attention aussi, faites attention à ça. J'ai vu beaucoup de personnes sur Twitter reprendre, dire ouais, Mathéo avait dit que GLD irait à 20 000 $ avec certitude. Et du coup, ouais, qu'est-ce que j'ai dit au niveau de GLD? J'avais dit qu'en fait, si on suivait le canal long terme de GLD qu'on était en train de former, et du coup, dans le meilleur des cas, en fait, si on arrivait à le suivre et aller jusqu'à la fin du bull run, mai 2022, fin 2022, et ben du coup, on aurait pu avoir un GLD à 20 000 $. Mais comme j'expliquais, il faut que en fait tout soit réuni au niveau des circonstances. Il faut qu'on ait toutes les chances de l'autre côté pour pouvoir le faire. Et c'était
voilà, la target la plus optimiste possible à atteindre. Et moi, j'aurais pas atteindre 20 000 $ pour vendre mes GD, bien sûr que non. Je pense que c'est toujours possible, bien sûr. Le marché, en fait, peut tellement. En fait, on se rend pas compte, mais en hyper climax run, comme en 2007, les capitalisations explosent littéralement. Et du coup, on peut avoir des performances de fou à la fin. Et un GD à 20 000 $, c'est possible en fin de bull run. Mais comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est possible qu'il faut privilégier ça. Comme par exemple, à Bitcoin à 20 000 $, c'est possible. Mais est-ce que ça privilégié? Pas forcément, parce que niveau statistique, c'est pas du tout plus probable. Tu penses quoi du cake? Et bah justement, Alan, il m'a motivé à prendre du cake récemment là. Et je l'ai mis sur PancakeSwap pour faire du farm. Et je crois que c'est assez énorme, hein. Il y a 60% il me semble par an de farm sur tes cakes, donc c'est plutôt cool. Le cake en plus au niveau graphique est pas trop mal, enfin il est assez bas je veux dire, et c'est intéressant. Je suis rentré début février, donc ouais je suis rentré par là, donc j'ai quand même pris une baisse, hein. Ah ouais, j'ai pas vu qu'il avait baissé, j'ai quand même pris moins de 22%. Mais c'est vrai que là il est vraiment sur les niveaux historiquement bas, donc il est intéressant. Tu vois la zone où on est actuellement, on est sur une grosse zone de volume profile, parce qu'on avait travaillé ici légèrement dans le passé. Et on la voit aussi en weekly qui ressort, juste là. Donc c'est pas trop mal là l'endroit où on est sur cake. Pas dire qu'il veut pas descendre plus bas, mais c'est vrai qu'on est pas trop. Ouais, il est quand même sur moins 87, hein. Oui il a pris très cher. Je débute dans les cryptos, j'ai l'impression qu'il y a trop de choses à savoir. Est-ce que tu peux me donner un conseil pour commencer? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. En fait, c'est tellement large. Tu vois, même moi, ça fait 4 ans que je suis dans le domaine. Même en passant tous les jours dans les cryptos, passe pas 10 heures par jour, mais voilà, même en passant 5 à 10 heures par jour dans les cryptos, j'arrive pas à tout voir parce qu'en fait, il y a trop de nouvelles choses qui arrivent. Et même si tu arrives à passer 34 heures par jour à tout regarder sur crypto, tu n'arriveras pas à tout voir parce que il faudrait des dizaines d'heures par jour pour essayer de tout voir parce qu'en fait, il y a plus de choses qui arrivent que ce que tu peux apprendre toi-même. Donc il faut savoir sélectionner. Moi, ce que je te conseille, c'est regarder des vidéos YouTube. Beaucoup de vidéos YouTube. Lis un peu de livres, mais pas trop parce que c'est pas là où tu vas apprendre plus de choses sur les cryptos, sur les fondamentaux, les analyses graphiques, tout ça. Et là, déjà, tu t'apprendras beaucoup plus. Et commence par Bitcoin. Ouais, le mieux, c'est que tu commences par apprendre par Bitcoin. Déjà, la blockchain. Qu'est-ce que la blockchain? Tout ce qui est avant Bitcoin aussi, l'histoire monétaire, en fait, de tout ce qui est des monnaies fiduciaires, l'or, tout ça, c'est important. Les turnover, tout ça. Et après, tu peux passer sur Bitcoin, les NFT, la DeFi, tout ça. Beaucoup de choses à voir. Toutes ces régulations pour avoir un bon impact sur le cours. Ça dépend. En fait, là, on a vu que la régulation elle est plutôt light au niveau des US et c'est une très bonne chose. En fait, les gens ont souvent peur de la régulation, comme quoi c'est une mauvaise chose, mais c'est plutôt une bonne chose. La régulation, ça permet de. Ça dépend, hein, ce qu'on veut. Par exemple, pour Satoshi Nakamoto, la régulation, c'est pas forcément une bonne chose parce que ça va un peu contre ce qu'il voulait. Mais pour moi, personnellement, qui veut faire du profit sur les cryptos, la régulation, c'est peut-être une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un actif qui est légal et de pouvoir faire rentrer de plus gros poissons dans le marché, quoi. Parce que tu as des gros acteurs, comme BlackRock, tout ça, je pense qu'ils vont attendre que les cryptos soient bien régulés pour pouvoir rentrer sur cet actif. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense, la régulation. J'ai toujours été très nul à l'école. Compliqué. L'école, ça a toujours été compliqué. Le problème de l'école, je trouve, c'est que c'est pas adapté à tout le monde et en fait, ça va être adapté pour aller 80% des gens, mais avoir 20% qui vont peut-être avoir quelques difficultés différentes en fait, et ça va être très compliqué. Et en fait, j'ai deux problèmes. Moi, j'ai eu un problème, alors je sais pas si c'est vraiment des problèmes ou pas, mais j'ai eu tout ce qui est dyslexie, dysphasie. C'est pour ça souvent que j'arrive pas à bien parler correctement, ça m'arrive. Et dysorthographie un peu, mais c'est assez léger. Mais donc ça va encore. L'autre problème que j'ai, c'est que j'ai été diagnostiqué HP. En gros, c'est par rapport au QI, en fait, c'est tous les QI au-dessus de 130, en fait, c'est considéré comme surdoué. Sauf que j'aime pas trop ce terme, j'aime pas trop le QI non plus parce que c'est pas représentatif vraiment de la réalité. Et c'est pas parce que t'as un bon QI que t'es forcément intelligent, c'est pas parce que t'es bon à l'école que t'es forcément intelligent. Et en fait, c'est une forme d'intelligence parmi tant d'autres. Le QI, ils vont tester environ 3 formes d'intelligence. Et à l'école, c'est une forme d'intelligence, c'est savoir apprendre pour réciter. Et en fait, le problème, c'est que même si j'ai un bon QI, j'étais pas du tout bon à l'école et j'avais vraiment du mal à suivre. Même si je travaillais, j'avais vraiment beaucoup de mal. J'avais des grosses bâches parce que, je sais pas, j'arrivais pas à rentrer en fait dans le moule scolaire. Je l'ai su uniquement après quand j'avais 16 ans en seconde, ce que j'avais par rapport à ça. Si j'ai fait primaire, j'ai fait collège, j'étais à 2 doigts d'aller en bac pro ou en CAP parce que j'avais pas assez de bonnes notes. J'ai réussi limite à passer en bac général. Et du coup, je suis allé en bac techno après. Bac STI 2D. Mais non, je crois qu'il y a plus de filières. Et du coup, j'ai fait STI 2D. C'est là où j'ai eu mon premier PC. C'est là où j'ai commencé à faire plein de projets et tout. J'étais motivé. C'est là où après, je jouais à 17 ans en première et que j'ai commencé à m'intéresser aux crypto. Et STI, je faisais pas mal de conneries en cours. C'est là où j'ai commencé à tricher parce que j'arrive plus à suivre en fait. Et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à rentrer dans le moule scolaire. C'est un truc de fou. Et du coup, j'ai plus le choix. Parce que soit je continuais à essayer d'apprendre et essayer d'avoir des bonnes notes, mais du coup, je me tapais, voilà, j'avais peut-être 9. Entre 8 et 10 en moyenne, donc c'était très compliqué. Ou alors je trichais et j'arrivais à avoir un peu mieux et avoir 10, 11 et du coup à chaque fois je m'en sortais. Donc ce que j'ai fait. Et du coup après j'ai pu passer en BTS qui me plaisait pas du tout, BTS IRA dans l'industrie, toujours par défaut en fait, ça m'a jamais intéressé. Et au final BTS, pareil, j'étais obligé de tricher pour pouvoir essayer de m'en sortir. C'était pas facile.
Et du coup, j'ai redoublé la première année de BTS. Et après, j'ai enchaîné sur une deuxième année. Donc, j'ai fait 2 ans et demi de BTS. Et à la fin, 3 et 4-5 mois avant de passer mon BTS, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour mettre full crypto parce que ça commençait à bien péter. Et au final, c'était plutôt une bonne idée. Mais ouais, pas facile. Après, j'ai eu que des bons souvenirs parce que, en réalité, je faisais pas mal de conneries quand même en cours, collège, lycée, BTS aussi. Ça fait pas mal de conneries, du coup, je regarde de bons souvenirs. Mais c'est vrai que je regarde quand même de mauvais souvenirs par rapport au fait que je me faisais chier, quoi. Je m'emmerdais de fou. C'était vraiment chiant. Il y a des mauvaises notes et tout, et j'aimais pas du tout le concept. Le concept est très bien de l'école, mais j'aimais pas comment c'était fait, quoi. Et c'est pas là où j'apprenais le plus. Et du coup, j'étais très content après de pouvoir travailler pour moi-même et faire mes propres projets. Et je suis beaucoup plus épanoui par rapport à ça. Du coup, c'est cool. Après, je dis pas du tout que l'école c'est mauvais, bien sûr que non. Et il y a plein de gens pour qui ça va, mais c'est vrai que c'est pas adapté à tout le monde. Bac STI, que des souvenirs. Ouais, c'est vrai que Bac STI, c'est pas grand chose. Puis Bac Techno, de toute façon, STFG, STI en général, c'est tranquille. Ouais, c'est fou. Il y en a pas mal dans le chat qui ont pareil. Et c'est vrai que on est assez nombreux. Et tout ce qui est 10, dysphasie, tout ça, dyslexie, c'est pas mal ressorti ces dernières années. Avant, ça n'existait pas trop. Et maintenant, ça a été plus, c'est plus reconnu. Et en vrai, ça m'aidait beaucoup, moi, personnellement, parce que je rallongeais de fou. Je sais pas pourquoi, je mettais beaucoup de temps. C'est-à-dire, quand je faisais un DS, devoir surveiller, je mettais 3 fois plus de temps que les autres, c'est abusé. Du coup, j'avais besoin de plus de temps pour finir. Et en vrai, ça va pas mal aider ça, parce qu'en fait, ils mettaient un truc en place pour tous les 10. Je crois que ça s'appelait PAP, un truc comme ça. Moi, prépa, HEC, pas la même. Waouh, prépa, HEC, franchement, t'as la motivation, bravo. Parce que prépa, j'ai un pote qui a fait prépa. Quelle galère. Je travaillais comme un fou. Après, moi, tu vois, il était en prépa, moi j'étais dans les cryptos, je travaillais plus que lui au final. Mais je voyais pas ça comme du travail. Après, prépa, ouais, c'est vraiment fou le travail et faut apprendre et réciter. Après, ce qui est intéressant, c'est que actuellement, là, dans l'équipe CF, on est à peu près 19 au total, mais c'est pas des CDI, c'est pas 19 CDI à plein temps. C'est-à-dire, c'est 19 freelance où il y en a qui vont travailler à plein temps toutes les semaines, il y en a qui vont travailler 2-3 heures dans la semaine, ça dépend. Mais au total, on est 19. Et quasi tous les profils que j'ai recrutés sur les 19, c'est à chaque fois des profils qui viennent pas de grandes études. Et j'ai fait en sorte que ce soit le cas, pas parce que je suis contre les études, mais juste que je veux pas avoir des personnes qui ont été formatées par l'école scolaire, par le scolaire. Parce que le problème du scolaire, c'est que ce que je remarquais, c'est que souvent on te formate à faire ça, à bien suivre les règles correctement. Et c'est ça en fait moi que j'arrivais pas à faire en cours, c'est suivre les règles correctement. Il faut faire ça ici, faire ça comme ça. Et si t'as un truc différent, et ça fonctionne pas. Alors que dans la réalité, c'est complètement différent, quoi. Surtout en entreprise, enfin surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Alex par exemple, il est très très autonome. Je l'ai recruté plus ou moins en sortant. Il était encore en études à la fac, mais bon, il était pas trop à la fac. Il suivait à moitié ses cours et du coup, il a arrêté ses cours pour venir travailler avec moi. Et au final, ça a été un très très bon call parce que même s'il a que 18 ans, il a fait 0 études, il est beaucoup plus bon que les personnes qui ont fait bac plus 6, 7, 8 parce qu'il a pas le formatage de l'école, il est très autonome, il va pas prendre des décisions tout seul. S'il y a un truc qui va pas, il va savoir le modifier et ne pas être rangé dans la case de il faut que ce soit comme ça pour que ça marche. Et il va pouvoir adapter, si vous voulez, s'adapter à la situation très facilement. Et ça, c'est un vrai avantage, je trouve. Après, je fais pas une généralité. Après, t'as eu de la chance de connaître la crypto et de la comprendre plus tôt. Je pense pas que c'est de la chance, hein. Je pense pas que c'est de la chance. Parce que tu vois, par exemple, dans ma classe, on était une 25 à connaître la crypto et à comprendre un peu à quoi ça servait. Mais j'étais le seul, tu vois, à me dire, je vais tout risquer dedans, je vais tout miser dedans, parce que je suis persuadé que ça marchait. Et le risque était quand même assez élevé. En fait, t'as une grosse différence, tu vois, entre connaître les cryptos et miser dessus, quoi. Ça fait une grosse différence. Il y en a beaucoup qui connaissent, qui comprennent, mais qui se disent c'est un peu trop risqué, je veux pas rentrer, parce que là actuellement le marché est vraiment calme, enfin pas calme, mais vraiment simple pour rentrer. Je veux dire, il y a quasi tout, quoi. On a déjà tout fait, enfin on n'a pas tout fait, mais rentrer aujourd'hui sur le marché crypto, c'est beaucoup plus safe que 3 ans avant. 3 ans avant, en 2018, mais c'était pas du tout safe. Et c'est ce qui fait que forcément, quand tu rentres sur un moment plus risqué, tu vas pouvoir gagner plus. Tout à fait logique. Et c'est dommage, moi je trouve les études, c'est pas le plus rentable parce que c'est cool. Faire bac plus, enfin c'est cool, c'est pas cool plutôt, faire bac plus 7, 8 c'est long, c'est pendant des années tu gagnes pas d'argent, etc. Et à la fin, aujourd'hui en fait il y a tellement de surdiplomation, je sais pas si ça se dit, mais de gens surdiplômés que on arrive à un stade où tu sors de l'école, t'as un bac plus 5, plus 6, plus 7, t'as quasi rien du tout, quoi. T'as même pas de travail parfois dans certains secteurs. Et si t'as un travail, tu vas être payé peut-être 2000, 3000 au début par mois, ce qui est très bien. Mais comparé au temps que tu as passé, en ce bac plus 7, tu aurais pris ce temps pour lancer un business, tu aurais pu faire bien plus. Moi, je pense qu'on va de plus en plus aller vers un système où ça va être les freelances qui vont de plus en plus prendre de part de marché avec les entrepreneurs, tout ça. Et je pense qu'on va de plus en plus marcher en freelance. Freelance, ça me paraît beaucoup plus logique.
que faire de grosses études, puis après sortir et trouver un travail. On verra. Mais le freelance, ouais, ça me paraît pertinent. Si aujourd'hui, tu veux faire partie de la révolution de demain, c'est pas forcément... Je pense pas que le meilleur truc, c'est aller dans les cryptos. Mais je pense que le meilleur truc à faire, c'est monter une boîte dans les cryptos. Être développeur dans les cryptos, c'est exactement comme monter une boîte ou être développeur dans Internet dans les années 98, si tu veux. C'est à peu près pareil. Vendredi, on refera un live avec Alan. Je serai un peu plus réactif là parce que j'ai pas beaucoup dormi, du coup je suis fatigué donc je suis un peu plus mou. Mais ouais, on refera un petit live. Tu Uber Eats? Non, moi je mange ça, t'es fou. Je vais me faire des. Qu'est-ce que je vais me faire? Je vais me faire tomate mozza, saumon avec de l'huile d'olive. Et après, je vais me faire un repas de luxe. Je vais manger des pâtes. Non, je rigole. Non, en vrai, je sais pas. Des pâtes, je pense. Ouais, en vrai, des pâtes. Des pâtes avec du gruyère. Et... C'est toi qui cuisine? Ouais, c'est moi qui cuisine. C'est incroyable, hein. D'habitude, je me suis dit, vas-y, je vais prendre une cuisine. Enfin, pas une cuisinière, mais je vais me faire livrer le repas. Moi, je perdais pas de temps. Et en fait, au final, je perds pas tant de temps que ça quand je cuisine parce que je mets mes écouteurs et je regarde des vidéos. Je regarde plein de vidéos en x2. Du coup, au final, c'est comme si j'étais devant mon PC, je regarde des vidéos. Donc, ça revient pas au même. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude de cuisiner. Puis, au moins, ça me permet d'avoir une compétence entre guillemets en plus. Donc, autant le faire. C'est vrai que plus tard, si j'ai moins de temps, je pense que je me ferai livrer le repas. Il mange sain. Ah, c'était qui? Celui qui dit ça, celui qui a dit il mange sain, c'est mon pote Lucas qui était venu la dernière fois, rappelez-vous, il était passé en live. Et il va revenir d'ailleurs au mois de mai. Et j'avais passé un deal avec lui. J'avais dit, je paye la bouffe, mais tu fais la cuisine. Et du coup, il nous faisait des bons petits repas, il était bon en cuisine. Moi, je suis nul en cuisine, hein. Je fais vraiment de la merde, mais bon. Bon, allez, je laisse là-dessus. Et je vais vous mettre la petite musique. Bonne soirée à tous, merci de m'avoir suivi, c'était assez cool. Prochain live, du coup, vendredi, comme on a dit. Plus, ciao.